L'enveloppe était épaisse et de couleur crème, avec des lettres en relief qui éplaient Lefebvre et Moreau, notaire. Mon nom se trouvait juste en dessous, à l'encre noire Mademoiselle Chloé Bernard dans une police trop élégante pour quoi que ce soit d'ordinaire. Je l'ai tenu un moment avant de l'ouvrir, sachant déjà ce que c'était. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que j'avais senti quelque chose basculer le matin où grand-père est décédé, comme la charnière d'une vieille porte qui cède enfin. Au petit déjeuner, ma mère l'avait dit avec sa certitude cassante habituelle. Le testament de Guillaume sera lu la semaine prochaine. C'est une formalité, bien sûr, mais Sophie est la bénéficiaire principale. Tu n'as pas besoin de t'habiller pour une déception. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a longtemps que discuter avec elle, c'était comme jeter des mots dans un puits. Il ne revenait jamais en écho. La lettre confirmait ce qu'elle avait dit. Il y aurait une lecture. La présence était requise. J'ai passé mon doigt sur la date et l'heure. Une ligne ressortait, vous avez été nommé parmi les parties intéressées. J'ai posé la lettre à côté de mon café, la vapeur s'enroulant silencieusement entre les lignes. Je pouvais déjà entendre la voix de mon père dans ma tête. Ne te ridiculise pas en te montrant pour quelque chose dont tu n'as jamais fait partie. Il n'avait jamais eu l'intention d'être cruel, du moins pas directement. Mais parfois, l'absence de confiance pique plus fort que n'importe quelle insulte. Je n'étais pas la star. Je n'étais pas Sophie. Je ne l'avais jamais été. Et pourtant, j'ai pensé au Porsche de grand-père, à la façon dont il avait un jour posé un vieux livre sur mes genoux en disant « Ceux qui s'assoient avec toi en silence, ce sont ceux qui restent ». Il ne s'agissait pas d'héritage. Pas vraiment. Je ne m'attendais ni à de l'argent, ni à de la reconnaissance, ni même à ce qu'on me remarque. Mais malgré tout, j'ai plié la lettre soigneusement, l'ai glissée dans la poche de mon manteau et j'ai entouré la date sur mon calendrier. Peut-être que je n'étais pas censé compter dans cette pièce, mais j'allais y être. Quand nous étions enfants, le nom de Sophie résonnait dans tous les couloirs de notre maison, comme s'il était cousu dans le papier peint. Sophie a eu le premier pupitre à l'orchestre. La professeure de Sophie dit qu'elle est douée. L'audition de Sophie s'est parfaitement déroulée. Nos parents parlaient d'elle comme si elle était déjà quelqu'un d'important, comme si tout ce qu'elle touchait se transformait en quelque chose de brillant et de précieux. Je ne lui en ai jamais voulu. Pas vraiment. J'ai juste appris à vivre dans les espaces entre ses projecteurs. Pendant qu'elle se tenait sur des scènes et posait pour des photos, je trouvais des coins tranquilles, les marches de derrière avec un livre, le garage avec les vieilles boîtes à secrets de grand-père. Notre mère m'a un jour surprise en train de lire à table et m'a dit « Pourquoi n'essaies-tu pas de rejoindre le monde pour une fois ?» Je l'ai fait, mais ça n'a jamais tenu. Je n'étais pas assez bruyante, pas assez impressionnante, pas assez Sophie. Grand-père était le seul qui ne me demandait pas d'être plus bruyante. Il me donnait de petits cadeaux, une vieille boussole de poche, un globe fissuré, une carte de sentier qu'il n'avait jamais eu le temps de parcourir. « Vois où cela te mène », disait-il. Et je passais des après-midi à tracer des lignes à travers des endroits où je n'avais jamais été, ayant l'impression qu'il comprenait peut-être la façon dont mon esprit vagabondait. Il n'a jamais dit que j'étais spécial. Il n'en a jamais eu besoin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un dimanche au début de l'automne. Je lui avais apporté une boîte de thé que j'avais trouvée dans une petite boutique du centre-ville, du genre avec de la bergamote et des écorces d'orange séchées. Il a préparé 2 tasses sans me demander ce que je voulais. Nous nous sommes assis sur son porche pendant que les feuilles volaient à travers le jardin, tous les deux silencieux de cette quiétude naturelle qu'ont les gens quand rien n'a besoin d'être réparé. Personne n'était au courant de cette visite. Il n'y a eu ni photo, ni annonce. Il ne m'a pas parlé du testament. Il ne m'a rien dit du tout, en réalité. Mais alors que je partais, il m'a serré la main et a dit « Tu es toujours là sans avoir besoin d'être vu. C'est plus rare que tu ne le penses. » Cela m'est resté. Non pas parce que c'était un éloge, mais parce que cela ressemblait à une permission. La permission de continuer à être présente à ma manière, même si personne d'autre ne le remarquait. Maintenant, alors que j'étalais une simple robe noire sur mon lit et que je préparais un manteau au bouton manquant, je ne me sentais ni préparée ni importante. Je ne me sentais l'héritière de rien, mais quelque chose de plus profond me poussait. Pas un droit, juste le sentiment tranquille que je devais être dans cette pièce. Pas pour eux, ni même pour moi. Pour lui. La chapelle se dressait au sommet d'une petite colline, ses murs de pierre imprégnés du givre matinal.
Je suis arrivé juste avant le début de la cérémonie dans un simple manteau de laine qui portait encore l'odeur de cèdre de mon placard. Le vent me mordait les mains lorsque je suis entré, secouant le froid de mes manches. Sophie était déjà là, drapée dans une soie noire et élégante, ses talons incroyablement hauts pour l'hiver. Les gens se déplaçaient autour d'elle comme si elle était la veuve et non la petite fille. Elle ne m'a pas vu au début, ou a fait semblant de ne pas me voir. J'ai fait un signe de tête au placier. Je suis ici pour Guillaume Bernard. Il a hésité un instant de trop, puis a désigné l'allée latérale. Vous pouvez vous asseoir là. Les bancs étaient principalement remplis de visages que je reconnaissais de loin. De vieux voisins, des amis de la famille, des gens du cabinet. Mes parents étaient assis au deuxième rang, Sophie à côté d'eux, se penchant tandis que ma mère lui chuchotait quelque chose à l'oreille. J'ai trouvé une place près du fond. Personne ne m'a rejointe. Quelqu'un derrière moi a murmuré, « Pourquoi est-elle ici ?» Un autre a répondu, « Je pensais qu'elle avait coupé les ponts il y a des années. » Je ne me suis pas retourné. Les murmures passaient sur moi comme le vent dans les arbres vifs mais familiers. L'urne reposait à l'avant, petite et sombre, et ne ressemblait en rien à l'homme dont je me souvenais. À côté se trouvait une photo de grand-père datant d'il y a des années, debout devant le chalet avec ses gants de travail, souriant comme s'il n'était pas censé le faire. Ils ont joué un hymne que je ne connaissais pas. Le pasteur a parlé d'héritage et de foi, mais mes yeux sont restés fixés sur la photographie. J'ai pensé à cet après-midi tranquille sur le porche, celui que personne ne connaissait, celui qui n'avait pas eu besoin d'explication. Le deuil est une chose étrange. Sophie est entrée comme si l'endroit lui appartenait, son manteau drapé sur son bras, une petite pochette se balançant à son poignet. Ce n'est qu'une simple formalité, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende. Grand-père savait qui méritait quoi. Nos parents se sont installés à côté d'elle. Ma mère avait le même air aux lèvres pincées qu'elle arborait au mariage et aux audiences au tribunal, à parts égales de fierté et de performance. Je ne me suis pas assise près d'eux. J'ai pris la chaise la plus proche de la fenêtre, à l'écart du groupe. Maître Lefebvre est entré avec un dossier glissé sous le bras. Il a salué la salle d'un signe de tête discret avant de prendre son siège. Merci à tous d'être venus. Je vais commencer par la lecture officielle du testament de Guillaume Bernard. Sophie a croisé les jambes et a relevé le menton comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. À ma petite fille, Sophie Bernard, lut Maître Lefebvre, je lègue le chalet de Courchevel, tout le mobilier qu'il contient, et la somme de 280 000 €, à verser dans les 60 jours suivant l'homologation du testament. Le sourire de Sophie s'élargit, mais pas de surprise. Elle jeta un coup d'œil à mes parents, qui lui firent chacun ce petit signe de tête réservé aux personnes qui répondent aux attentes. Maître Lefebvre s'arrêta pour tourner la page. Il y eut un changement subtil dans l'air, presque imperceptible, comme si la pièce avait expiré et retenu son souffle en même temps. Sophie se tourna légèrement vers moi, son sourire narquois toujours doux sur les bords. Ma mère ne m'a pas regardé du tout. Personne n'a rien dit, mais il était clair ce qu'il croyait. C'était la fin. Mon nom ne serait pas appelé. J'avais été reconnu par invitation seulement, juste assez pour rester du bon côté de la courtoisie légale. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. Maître Lefebvre se racla de nouveau la gorge, et maintenant il dit, à Claude et Bernard. Les mots se posèrent sur la table comme de la poussière, doux mais indéniables. Mon pouce accéléra, mais je n'ai pas bougé. Il ajusta ses lunettes et continua à lire. Et juste comme ça, l'atmosphère dans la pièce commença à changer. La voix de Maître Lefebvre était stable, presque trop stable. À ma petite fille, Chloé Bernard, dit-il, je lègue la participation de contrôle dans Bernard Immobilier, ainsi que 50 millions d'euros d'actifs personnels et d'investissements. Les mots ne firent pas effet tout de suite. Ils restèrent en suspens dans l'air, attendant que quelqu'un les reconnaisse comme réels. Le silence dans la pièce s'étira. Sophie cligna des yeux une fois, puis une autre. Quoi, dit-elle, comme si elle n'avait pas bien entendu. Ma mère émit un petit son d'étouffement. Mon père se renversa en arrière comme si quelque chose de lourd venait de le frapper en pleine poitrine. Personne ne me regardait. Maître Lefebvre continua à lire, imperturbable. Ceci inclut 62% de la propriété de toutes les entités corporatives, l'autorité de vote au conseil d'administration, et une entière discrétion concernant la direction future et l'allocation des actifs. Sophie se leva brusquement, sa chaise raclant le bois. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, dit calmement Maître Lefebvre.
votre grand-père a fait ses mises à jour en personne, avec témoins et devant notaire. Il était parfaitement sain d'esprit. Mes mains étaient toujours croisées. Je n'avais pas bougé. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme s'il essayait d'échapper à ce que je venais d'entendre. Il n'a jamais rien dit, lança Sophie. Il ne l'aimait même pas. Il la mentionnait à peine. Maître Lefebvre ferma doucement le dossier. Il a laissé un bref addendum pour que la famille l'entende. Il baissa les yeux et lut une dernière phrase, cette fois sans cadence juridique, seulement avec une intention tranquille. Elle était la seule à venir sans appareil photo. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois le silence était plus lourd, écrasé par le poids de quelque chose auquel aucun d'entre eux ne s'attendait, la clarté. Sophie semblait stupéfaite. Pas encore de fureur, juste de l'incrédulité. La bouche de ma mère était légèrement tombée, son expression prise quelque part entre le déni et l'insulte. Mon père me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Son regard ne s'adoucit pas. Il se contenta de tenir. Je ne pensais pas à l'argent, ni à l'entreprise, ni même au pouvoir. Je pensais au Porsche de grand-père et à ce vieux livret à la façon dont il ne pressait jamais mon silence. Je pensais au dimanche que je n'avais jamais partagé avec personne parce que je n'en avais pas eu besoin. Sophie parla enfin de nouveau. Ce n'est pas juste. Je la regardais, calme, posée. Ce n'était pas censé l'être. Maître Lefebvre se leva, rassemblant les documents. Il y a un dernier élément que Guillaume a demandé que je partage. Une lettre personnelle. Elle vous est adressée, Chloé. Il me tendit une enveloppe scellée, l'écriture immédiatement familière. Je la glissai dans la poche de mon manteau, ne sachant pas si j'étais prête à l'ouvrir, mais je savais que je le ferais. Simplement pas devant eux. J'ai attendu d'être seul, pas seulement loin du bureau, mais de retour dans la petite chambre de motel où je m'étais installé la veille, où le chauffage cliquetait et les rideaux ne se rejoignaient pas tout à fait au milieu. Je me suis assise sur le bord du lit avec l'enveloppe sur mes genoux, la retournant une fois, deux fois. Son écriture était assurée. J'ai tracé le C majuscule de mon nom avant de finalement briser le sceau. À l'intérieur se trouvaient 3 pages pliées. Pas de formule de salutation, juste mon nom suivi de ces mots. Chloé, tu n'as jamais rien demandé, mais tu m'as donné quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait, du temps sans calcul. Je t'ai vu grandir dans les coins tranquilles d'une maison trop bruyante pour t'entendre. Il mesurait l'amour en applaudissements. Toi, tu le mesurais en présence. Ce dimanche où tu es venu, pas de discours, pas de performance. Tu as juste apporté du thé et tu t'es assise avec moi. Personne d'autre ne le savait, et tu ne leur as jamais dit. Cela m'a tout dit. Je m'arrêtai, le souffle coupé. L'air dans la pièce semblait plus rare, comme s'il était de nouveau là, à observer, sans rien attendre en retour. J'ai changé mon testament la semaine suivante, pas par dépit. J'aime aussi Sophie, à ma façon, mais elle ne restait jamais à moins qu'un objectif ne soit pointé sur elle. Elle a mémorisé chaque partie de mon héritage sauf celle qui comptait, le temps qu'il a fallu pour le construire. Tu m'as demandé une fois pourquoi je gardais toutes ces cartes et ces journaux. Tu n'as pas ri quand j'ai dit que j'aimais savoir d'où les choses venaient pour pouvoir mieux deviner où elles pourraient aller. J'ai souri sans le vouloir. Il avait dit ça. Je me souviens avoir pensé combien il était étrange que quelqu'un de si pratique croie encore en une direction sans garantie. Je me fiche de ce que tu feras de l'entreprise. Garde-la, vends-la, change son nom. Ce que je te laisse n'est pas concret. C'est la confiance. La confiance que quelqu'un qui se montre discrètement sans avoir besoin d'être vu est exactement le genre de personne qui devrait tenir la lumière quand tous les autres oublient où se trouve l'interrupteur. La dernière phrase était écrite plus lentement, les boucles plus larges, les lignes légèrement inclinées. Ils te diront que tu ne le mérites pas, mais j'ai vu ce que le monde récompense et j'ai vu ce qu'il oublie. Je choisis de me souvenir de toi. Avec amour, grand-père. J'ai plié la lettre soigneusement, pressant le pli avec le côté de ma main. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai glissée sous mon oreiller. Ce n'était pas de la validation que je ressentais. C'était de la reconnaissance, douce et ferme, comme le sol sous vos pieds après avoir cru marcher sur du verre. Je suis retourné au bureau le lendemain matin pour les dernières formalités. Maître Lefebvre m'avait demandé de venir seul. Quand j'ai franchi la porte, ils étaient déjà là. Mes parents et Sophie, assis raidement dans la salle d'attente comme s'ils posaient pour un portrait auquel ils n'avaient pas consenti. Sophie s'est levée dès qu'elle m'a vu.
Tu l'as manipulé, dit-elle, chaque mot tranchant et contrôlé comme si elle l'avait répété devant le miroir. Il était vieux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé, maquillage impeccable, chemisier repassé, le chagrin repassé en indignation. Je n'avais rien à prouver, dis-je. Je l'aimais, c'est tout. Son visage se tordit. N'ose pas faire de ça une histoire d'amour. C'était aussi mon grand-père. J'ai hoché la tête. Alors tu devais savoir qu'il n'aimait pas les appareils photo. Ma mère tressaillit. Mon père regarda le sol. Maître Lefebvre apparut à l'embrasure de la porte, sa voix stable. Monsieur Bernard a subi 2 évaluations mentales indépendantes avant de modifier son testament. Les 2 ont confirmé sa pleine compétence mentale. Ses instructions étaient délibérées et détaillées. Ça ne veut pas dire que c'est juste, lança Sophie. Non, dis-je. Ça veut juste dire que c'était son choix. Ma mère craqua alors, pas bruyamment, pas d'un coup, mais les larmes se mirent à couler, et elle détourna son visage de nous tous. Mon père posa une main sur son épaule, mais elle ne la saisit pas. Sophie rassembla ses affaires avec des mouvements secs. Ce n'est pas fini, dit-elle, mais sa voix avait perdu son assurance. Tu ne vas pas réécrire la famille juste parce qu'il est parti. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien d'autre que j'avais besoin de dire. Elle sortit, ses talons résonnant sèchement dans le couloir. Maître Lefebvre me fit un léger signe de tête, me désignant le bureau. Juste quelques signatures. Je l'ai suivi à l'intérieur, l'enveloppe toujours blottie contre ma poitrine. Je ne l'avais pas lâchée depuis la nuit dernière. Quelle que soit la tempête qui était passée, j'étais toujours là, pas intact, mais inébranlable. Le trajet jusqu'au chalet a duré un peu moins de 2 heures. La neige voltigeait le long des accotements de la route, du genre qui ne tient jamais vraiment mais qui murmure que l'hiver attend. Je n'étais pas venu ici depuis plus d'une décennie, mais les virages me sont revenus comme un réflexe. Les grands sapins, l'affaissement de la vieille boîte aux lettres, le gravier qui crépitait sous les pneus alors que je m'engageais dans l'allée étroite. La clé a tourné sans résistance. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé, la table en pin, le fauteuil délavé avec la couverture élimée, la rangée de livres sur l'étagère qui penchait toujours légèrement à gauche. La poussière s'était déposée, mais rien n'avait changé. Sur le manteau de la cheminée froide se trouvait une seule photographie. Je me suis arrêté en la voyant. Moi, à 10 ans, les jambes croisées sur les marches du porche, lisant le dos appuyé contre le genou de grand-père. Sa main reposait sur mon épaule, et nous regardions tous les 2 la même page. Je ne savais même pas que cette photo existait. À côté se trouvait un petit journal relié en cuir. Je l'ai pris avec précaution et j'ai ouvert la première page. Son écriture était légèrement inclinée, délibérée. Chloé n'a jamais été bruyante. C'est comme ça que j'ai su que je pouvais lui faire confiance. Le souffle me quitta comme si je l'avais retenu pendant des années. Je me suis assise dans le fauteuil, le journal sur mes genoux, et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Pas lourd, mais entier. Après un moment, je me suis levé, j'ai ajouté quelques bûches dans la cheminée et j'ai craqué une allumette. La première flamme a pris, puis s'est propagée, lente et sûre. Je l'ai regardé prendre forme, j'ai écouté le bois se tasser, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer, je n'ai pas senti que je devais expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. La pièce se réchauffa, les contours s'adoucirent. Je suis resté là longtemps, jusqu'à ce que la lumière brille de façon constante sur le sol, et je pouvais sentir le poids de la lettre, de la photographie et de tout ce dont j'avais hérité non pas comme un fardeau, mais comme un commencement. Assise dans le chalet de grand-père, la chaleur du feu s'infiltrant dans mes os, j'ai réalisé que ce qu'il m'avait donné n'était pas seulement la richesse ou le pouvoir. C'était une leçon de force tranquille. Sa confiance m'a appris que la présence, et non la performance, construit des liens durables. J'avais passé des années dans l'ombre de Sophie, pensant que mon silence me rendait invisible. Mais grand-père le voyait comme mon trait le plus fort. Il appréciait les moments où je venais sans attente, le thé partagé sans appareil photo, le temps offert sans calcul. Il ne s'agissait pas de mériter plus que les autres, il s'agissait de comprendre que l'amour n'a pas besoin d'applaudissements pour être réel. Son choix m'a montré que le monde récompense souvent le bruit mais oublie les mains stables qui le maintiennent. J'ai appris à faire confiance à ma propre façon d'être, calme, réfléchie, authentique. L'entreprise, les millions,
le chalet ce sont des outils, pas la vérité. La vérité est dans le fait d'être présent, de rester quand personne ne regarde, de porter la lumière pour ceux qui ont perdu l'interrupteur. La lettre de grand-père n'a pas seulement changé mon avenir. Elle m'a rappelé que ma valeur avait toujours été là, attendant d'être reconnue non pas par le monde, mais par moi-même.